qui nous regardez. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous rappelle l'adresse email, c'est 3abnfrançais@3abn.org. Vous pourrez nous envoyer vos questions et ce sera un plaisir pour nous d'y répondre. Je veux aussi remercier Madame Boutrin d'être avec nous. Merci Indy, merci de m'avoir sur le plateau. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je crois que ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose d'important pour la santé, pour le futur, pour moi-même et pour tous ceux qui nous regardent. Merci, c'est mon privilège. Merci de m'avoir. Donc aujourd'hui, je sais que nous allons parler du système urinaire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il est composé? Oui, alors le système urinaire, c'est un système très intéressant. La fonction primordiale, c'est de comment dire ça, de se débarrasser des déchets, des déchets, on n'en veut plus, donc c'est pas bon pour le corps, donc on veut éliminer ces déchets. Mais c'est aussi un système qui va réguler les taux de différents composés chimiques que l'on a dans le corps. Okay. Donc, quand on a parlé du sang, oui. On a vu qu'il y avait les globules rouges, les globules blancs, il y avait les plaquettes, mais aussi dans la zone liquide, dans le plasma, mais il y a aussi d'autres molécules comme les électrolytes, des différents ions, donc tous les hormones, tout ça. Donc, dans le sang, c'est pas seulement les cellules, il y a aussi des composés chimiques. Et le corps, pour rester dans l'homéostasie, on doit s'assurer que tous ces composés chimiques sont dans un taux normal, ou alors dans le taux qu'il faut pour le corps, qu'il n'y ait pas d'excès ou alors qu'il n'y ait pas de carence. Donc, ce que le système urinaire fait, c'est il fait très attention de s'assurer que tous ces composés chimiques sont dans les taux qu'il faut pour pouvoir maintenir l'homéostasie. D'accord. Voilà. Donc, dans le système urinaire, en général, bon, il y a les reins. Donc, on a 2 reins. Maintenant, il y a je sais que des fois, les gens disent « Ah oui, j'ai mal aux reins » et puis ils mettent la main sur le bas du dos. Les reins, ils ne sont pas dans le bas, ils sont au-dessus de la taille, mais dans le dos. Donc, les reins sont un petit peu plus hauts que, en général, les gens pensent. Donc, on a 2 reins, un à gauche, un à droite. Et on a aussi les urotères, à partir des reins, on a aussi deux longs, je vais dire tubes, mais ce sont des conduits. Les urotères. Et les urotères, elles amènent l'urine dans la vessie. Oui. Voilà. Et la vessie, le rôle de la vessie, c'est de stocker l'urine. C'est-à-dire, parce que sinon, on allait uriner à chaque fois que l'urine est produite. Mais non, alors on stocke l'urine. Et puis après, quand on sent qu'on a envie d'aller uriner, bon, on va aller uriner. Donc voilà, la vessie, c'est un petit peu le rôle de la vessie. Et à partir de la vessie, on a un autre conduit qui s'appelle l'urètre. Et c'est là où on a le processus de l'urine qui sort du corps. Voilà. OK. Ma première question, ce serait la suivante. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de boire de l'eau toutes les heures? De boire de l'eau toutes les heures? Alors, quand on regarde en général, il nous faut 8 verres, 8 verres d'eau par jour. Donc, si on a 8 verres d'eau par jour et qu'on a, disons, 24 heures dans un jour, donc ça fait un verre toutes les 3 heures. Donc, un verre toutes les heures, c'est un petit peu beaucoup. Bon, quand on tient compte du sommeil, donc ça enlève des heures. Donc, disons 8 heures de sommeil. Oui, on espère faire 8 heures de sommeil. Donc si on boit un verre toutes les heures, ça fait 8 heures. Donc, on est debout pour plus de 8 heures. On est debout pour, je dirais, au moins 10 heures. Donc, un verre toutes les heures, c'est un petit peu, je pense que la fréquence est un petit peu trop prononcée. D'accord. Parce que, bon, boire de l'eau, c'est bien, mais boire trop d'eau, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut, comme on dit, dans tout, c'est un équilibre qu'il faut agencer. Exactement. Donc, un verre d'eau toutes les heures, c'est un petit peu trop fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire les 8 verres d'eau.
En général, il faut à peu près 8 verres d'eau. Et c'est de l'eau, hein, c'est pas du jus. Oui, oui. Faut faire attention à ça aussi. Voilà, faire attention à ça aussi. Voilà, donc on veut pas non plus boire trop d'eau parce qu'à ce moment-là, on va uriner beaucoup. Ça va trop d'eau, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour le corps. D'accord. Donc, puisqu'on parle d'eau, est-ce qu'on peut parler de calculs rénaux? Comment les éviter? Qu'est-ce que c'est et comment les éviter? OK, alors les calculs rénaux proviennent... Alors, quand l'urine est faite, il y a des composants chimiques, comme par exemple l'acide urique, ou alors il y a d'autres comme les oxalates. Donc, ce sont des cristaux qui sont trouvés dans l'urine. Maintenant, les calculs, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de cristaux, c'est-à-dire que l'urine est trop concentrée. D'accord. Donc, en général, quand l'urine est trop concentrée, c'est parce qu'il y a un problème de déshydratation. Donc, quand l'urine est faite, le corps est déjà dans un déséquilibre au niveau de l'apport d'eau. Donc, ce que le corps fait quand il y a un problème de déshydratation, le corps, dès qu'il y a de l'eau dans le sang, il va garder toute l'eau. Donc, il y aura moins d'eau qui va se trouver dans la composition de l'urine. L'urine sera plus concentrée que d'habitude. Et à ce moment-là, les cristaux de ces composés chimiques, on va commencer avec un microcristal et puis après, il y aura d'autres composés chimiques qui vont s'ajouter jusqu'à ce qu'on forme une sorte de pierre. Et ça, c'est le calcul rénal. D'accord. Donc, c'est quelque chose que l'on ne veut pas avoir. Ça fait très pas. mal, très mal. Certains, il y a différents traitements médicaux pour pouvoir traiter les calculs rénaux. Les pires, il faudra une chirurgie pour les retirer, donc, mais ça fait très mal. D'accord. Donc, c'est quelque chose à éviter. Donc, il vaut mieux boire assez d'eau tous les jours que de se retrouver après plusieurs années avec des calculs rénaux. D'accord. Et donc, la quantité d'eau que tu aurais recommandée serait de combien de litres? 3 litres, 1 litre 5, 1 litre. Ben, 8 verres d'eau, ça fait quoi, à peu près 1 litre 5, je crois? Je pense. Oui, alors 1 litre 5. Donc, mais aussi, il faut tenir en compte OK, je bois, mais quel est mon débit au niveau de l'eau? Par exemple, si je suis un athlète, si je fais beaucoup de sport, je transpire beaucoup. Donc, je vais perdre de l'eau par la transpiration. Donc, il faudra, dès que je finis mon activité physique, il faut aussi que je remettre de l'eau parce que j'ai perdu de l'eau. Aussi, dans les cas de maladie, par exemple la diarrhée, quand on a une forte diarrhée, on perd beaucoup d'eau. Donc, ça peut aussi causer, au fur et à mesure, 1 jour, 2 jours de diarrhée, 3 jours. Bon, là, il faut commencer vraiment il faut rester très... Voilà. Donc, on perd beaucoup d'eau dans ces cas-là. Donc, il faut aussi rétablir l'apport d'eau pour ne pas être déshydraté. Donc, tout est en fonction de l'eau. Si l'eau reste ou alors si je perds beaucoup d'eau. Il y a aussi de nouvelles études qui disent qu'il faut aussi tenir en considération le poids de la personne, surtout pour les personnes qui ont une difficulté au niveau nutritionnel, qui ont un poids inférieur à où elles devraient être. Donc, des personnes qui sont, qui ont vraiment un poids inférieur au poids normal. Donc, il faut faire attention aussi à l'apport d'eau pour ne pas donner trop d'eau, parce que déjà, elles sont dans une déficience. Voilà. Donc, il faut ajuster la quantité d'eau qu'on boit à nos activités. Ce n'est pas une règle qui est générale, c'est plutôt une règle qu'on doit adapter. Voilà. Donc, en général, c'est 8 verres d'eau. Maintenant, si je fais beaucoup de choses qui me font transpirer, il faudra boire plus. Et puis la transpiration, ce n'est pas seulement de l'eau qui sort, il y a aussi des ions, tout ça. Donc, il faudra aussi prendre des électrolytes aussi pour pouvoir rectifier cet apport, pour ne pas avoir changé la pression osmotique aussi qui est dans le sang. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi considérer. Puis aussi en cas de maladie, faire très attention de ne pas devenir déshydraté, surtout dans les cas de diarrhée. D'accord. Mon autre question serait,
par rapport aux calculs rénaux, tu as dit qu'il ne faut pas, enfin c'est quand même dangereux de conserver, on va dire, son urine, de ne pas aller uriner régulièrement. On est d'accord. Oui, enfin, la vessie, le rôle de la vessie, c'est de stocker l'urine. Donc, c'est bien la manière dont la vessie est faite. Je crois qu'elle peut contenir, je crois, jusqu'à 800 millilitres. Mais au bout quand on arrive à plus de 300 millilitres, on commence déjà à avoir l'envie d'uriner. OK. Donc, la vessie, comme on dit, c'est pour garder l'urine de manière temporaire. Garder l'urine quand on sent qu'on a envie d'uriner et on garde l'urine encore plus longtemps, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, qui est la meilleure chose à faire au niveau du corps humain. Parce que quand on garde l'urine comme ça peut aussi commencer à entraîner des infections urinaires. D'accord. Et on ne veut pas vraiment avoir d'infection urinaire, ça fait mal. Non. Ça peut engendrer des inflammations de l'urètre, des cystites. Tout ça, c'est pas quelque chose que l'on veut vraiment. Donc, là, enfin, c'est mieux dès qu'on sent que la vessie est pleine, qu'on a envie, enfin, la vessie n'est pas pleine, mais dès qu'on sent l'envie d'uriner, c'est que le corps, la vessie nous dit, OK, il faut évacuer l'urine. Donc, il faudrait mieux aller et uriner. Voilà. Donc, j'ai une situation pour toi. Disons que je suis en plein examen. Oui. Par exemple, quand j'ai passé mon baccalauréat, tu sais, c'est chronométré. Tu as une période de temps, il te faut la respecter. Si jamais tu vas aux toilettes, on ne fait pas pause sur le chronomètre pour toi. C'est toi qui dois gérer ton temps et tu es accompagné quand tu vas aux toilettes et tout ça. Comment gérer son temps pour pouvoir ne pas être déshydraté? Parce que du coup, l'eau est très importante pour tout ce qui est cerveau, système nerveux et toutes ces connaissances. Donc, on a besoin d'eau, mais en même temps, il ne faut pas qu'on ait trop d'eau parce qu'on aura envie d'aller faire pipi trop souvent, on va prendre du temps. Comment on gère ça? Alors, quand tu vas à l'examen, est-ce que tu peux amener une bouteille d'eau? Oui, oui. OK. Donc, il faudrait, enfin, c'est agencer la manière dont le corps fonctionne. Donc, si je sais que si je bois, par exemple, 2 heures avant, et puis qu'après que si je bois une bouteille d'eau, donc c'est quand même beaucoup d'eau. En parlant de ça, il est meilleur de boire un verre d'eau que de boire une quantité beaucoup plus grande dans le même apport. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir un volume pas trop grand, mais juste considéré comme un verre d'eau. Donc, c'est suffisant pour le corps, c'est bien, ça va faire tout ce que ça doit faire, mais ça ne va pas, comme on dit, aller dans l'extrême, enfin, de l'autre côté. Donc, même des fois, quand on a soif, il vaut mieux boire un verre d'eau, attendre, et puis après, peut-être boire un autre verre d'eau au lieu de boire une grande bouteille d'un seul coup. Et puis après, on ne boit pas pendant 4 heures. Et puis après, on boit une autre bouteille d'eau. D'accord. Donc, il vaut mieux réguler l'apport d'eau durant la journée. Alors, si on est dans un examen, il serait bien de boire peut-être un verre d'eau avant l'examen. Et puis, durant l'examen, quand on boit un verre d'eau, ça ne devrait pas nous donner une envie tellement grave que l'on doit laisser l'examen pour aller aux toilettes, puis pour revenir. Donc, on peut boire un verre d'eau avant l'examen, donc ça va donner un sentiment de bien-être, de rafraîchissement. C'est bien. Et puis, durant l'examen, avoir une petite bouteille d'eau. Donc, comme ça, si on a besoin, on se sent un petit peu, qu'on a la gorge sèche, on se sent un petit peu fatigué, on peut boire un petit peu, juste pour pouvoir nous réhydrater un petit peu. Et puis comme ça, au fur et à mesure, des petites bouchées, pas boire tout d'un seul coup, parce que la manière dont le corps répond, quand on a un grand apport de manière immédiate, le corps se dit « Oh, j'ai beaucoup d'eau qui rentre d'un seul coup, donc il faut que je libère beaucoup d'eau. » Donc, ça va causer l'urination un petit peu rapide. OK. Voilà, alors que si je prends un petit peu, le corps va dire « Bon, c'est un petit peu d'eau, c'est pas méchant. »
Au lieu que si je bois presque 1 litre d'un seul coup, eh bien, le corps va dire, bon, il y a beaucoup d'eau qui rentre subitement, donc il faut évacuer. Donc, on ira aux toilettes beaucoup plus tôt. Okay, donc, tout est question de quantité et de comment le corps va interpréter ce qu'on nous donne. Va réagir. Okay. Donc, mon autre question serait, pourquoi est-ce qu'on fait des analyses d'urine? Ah, l'analyse d'urine, c'est très important, très important. Alors, au niveau physiologique, on regarde beaucoup ce qui se passe dans le sang, donc on fait des tests sanguins, mais on fait aussi des tests d'urine, des analyses d'urine. Alors, pourquoi les analyses d'urine sont importantes? Alors, les fonctions rénales sont très importantes parce que, comme je t'ai dit, les reins, enfin le système urinaire, les fonctions majeures, c'est de se débarrasser des déchets, alors de ce dont le corps n'a plus besoin, mais aussi de réguler les paramètres chimiques, des composants chimiques qui sont dans le sang. Donc, tout ce qu'on a dans le sang la structure des composés chimiques du sang va se transmettre aussi dans la composition de l'urine. Et cela est fait durant le processus de la formation de l'urine. Il y a un système de filtration. Alors, le sang rentre. Alors, on va un petit peu discuter de l'anatomie. Alors, dans les reins, comment dire ça, la structure fonctionnelle du rein, ça s'appelle le néphron. Exactement. OK, dans le néphron, alors comme le système urinaire, la fonction, c'est de réguler ce qu'il y a dans le sang, automatiquement, il faudra que le sang rentre dans les reins. Donc, on a un apport du sang par l'artère rénale qui va bifurquer jusqu'au point où on a la taille des artérioles qui est beaucoup plus petit. Et on aura l'artériole qui s'appelle l'artériole afférente qui va entrer dans la partie du néphron qui s'appelle le glomérule. Okay. Et le glomérule, c'est comme une boule de capillaires sanguins qui, en fait, ce sont, comment on appelle des capillaires sanguins avant, ce sont les plus petits vaisseaux sanguins que l'on a. Et ils sont très fins, la membrane est très fine, c'est seulement l'épaisseur, c'est une cellule. Donc, tout ce qui est petit, au niveau chimique, ça peut diffuser au travers de la membrane les échanges sont possibles. Des capillaires. Voilà. Donc, le glomérule est fait, c'est comme une boule de capillaires sanguins qui sont très poreux. Donc, ça veut dire même que la structure même de la membrane, de la membrane des capillaires est encore plus poreuse que celle des vaisseaux sanguins normaux. Donc, c'est encore plus facile pour les petits composés chimiques de traverser et de s'accumuler, enfin, d'être filtré. Donc le glomérule, la fonction, c'est la filtration sanguine. Donc, tout ce qui est petit qui est dans le sang, y compris l'eau, ça va être filtré et ça va former ce qu'on appelle, comment dire ça, une substance, enfin, un liquide qui aura l'eau, et toutes ces petites molécules chimiques, alors ça peut être du sel, du sodium, des ions de sodium, tout ce qui est petit, même des petits, le glucose, c'est assez petit, ça va être aussi filtré. Les grosses cellules comme les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, ça ne va pas être filtré parce que c'est trop gros, ça ne pourra pas passer à travers. Donc, le sang est filtré dans le glomérule, ça va former un liquide, un fluide qui va s'accumuler dans une capsule qui couvre le glomérule qui s'appelle la capsule de Bowman. Et à ce moment-là, eh bien voilà, on a commencé le processus de faire l'urine. Donc, ce liquide va traverser, va continuer son chemin dans les différentes parties du néphron. Alors, on a le tube contourné proximal, on a l'anse de Henle, et puis on aura aussi le tube contourné distal, et puis tout ça va être, tout ce liquide va être, comment dire, collecté dans un tissu, peut-être dans le tube collecteur. Et finalement, ça va arriver
dans le pelvis rénal et puis après, ça va descendre dans les urétères. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire que tout ce qui est dans le sang à l'origine, la structure chimique va être transmise dans l'urine. Parce que c'est vraiment, l'urine, ça vient de la filtration du sang, du plasma du sang, qui est dans le sang. Donc, quand on obtient un échantillon d'urine, on obtient, c'est comme si c'est une image de ceux qui étaient dans le sang lorsque la filtration a été faite. D'accord. Donc, si par exemple, dans le sang, j'ai trop de glucose, le glucose au niveau du néphron doit être réabsorbé parce que le glucose, c'est quelque chose d'important pour le corps. C'est quelque chose que les cellules vont utiliser pour faire de l'énergie. Oui. Donc, on ne veut pas gaspiller le glucose. Surtout pas. C'est bon, c'est comme si tu as quelqu'un qui aime le chocolat et que c'est vraiment important. On ne va pas donner du chocolat, elle ne va pas gaspiller le chocolat. Ou alors, si on veut mettre de l'essence dans la voiture pour faire la voiture marcher, on ne va pas jeter l'essence. On ne va pas jeter l'essence. On va récupérer l'essence. Voilà. Donc c'est pareil. Donc, le glucose va être réabsorbé par le corps. Mais maintenant, mais la réabsorption est sujet à... Alors, il y a des molécules de transport, des protéines qui vont aider à la réabsorption du glucose. Maintenant, s'il y a trop de glucose dans le sang, il y aura aussi un excès de glucose dans l'urine, dans le liquide qui a été fait lors de la filtration. Maintenant, il y a trop de glucose par rapport au système de transport. Donc, il y aura un transport de glucose, mais la quantité de glucose dans l'urine va excéder la capacité. Voilà, la capacité de transport pour faciliter la réabsorption du glucose dans le sang. Donc, on aura l'excès de glucose dans l'urine. Qui va continuer. L'hyperglycémie. Voilà. Donc, les cas d'hyperglycémie, on aura, vraiment, si c'est continu, chronique, à un moment, on va voir l'excès de glucose qui va aboutir dans la composition de l'urine. Et en général, quand les docteurs ont une suspicion que quelqu'un peut être diabétique, parce que diabétique, c'est une hyperglycémie qui est chronique, qui est continue, un taux très élevé. Donc, on aura cet excès de glucose dans l'urine. Donc, quand on aura, par exemple, l'échantillon d'urine et qu'on va tester pour voir s'il y a du glucose, on va trouver du glucose à ce moment-là, surtout au niveau de la première urine du jour. On va voir s'il y a vraiment beaucoup de glucose, on va dire, ah, il y a un problème. Il y a un problème, il y a de l'excès de glucose dans le sang, donc ça se voit dans l'urine. Voilà. Pendant qu'on parle de comment le glucose est éliminé ou pas, comment il sort du corps, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les boissons sucrées et pétillantes? Parce que puisqu'on est jeune et qu'on sait que notre corps il est assez vif et que nos systèmes normalement fonctionnent bien et donc que le glucose est bien éliminé et que tout va bien, entre guillemets, les boissons sucrées, soda pétillantes, l'eau aromatisée, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les sodas, les boissons sucrées, surtout les sodas. Alors, dans les sodas, qu'est-ce qu'on a? Dans les sodas, on a beaucoup de sucre. Surtout les sodas, je ne veux pas commencer une polémique, donc je ne vais pas donner de nom. Je vais dire les sodas en général, mais en général, les sodas, ils ont une tenue en sucre très élevée. Et c'est du sucre raffiné, c'est pas... voilà. C'est pas du sucre naturel. Voilà, donc ça c'est beaucoup de sucre et c'est pas le type de sucre qui est meilleur pour la santé. Donc, boire beaucoup de soda de manière journalière, ça, c'est pas la meilleure chose parce que dans le sang, il faut garder un équilibre. Il faut un équilibre. Donc, quand on a trop de sucre dans le sang, c'est pas bon. C'est pas bon de manière continue parce que, bon, d'accord, on va faire de l'insuline, d'accord, mais quand on a beaucoup de sucre, à un moment, on aura un excès de sucre dans le sang. Et ça, c'est pas la meilleure chose à avoir. Donc, boire beaucoup de soda tous les jours, ce n'est pas la meilleure chose pour la santé. Bon, quand on est jeune,
on ne se rend pas compte de ce qui se passe, des dégâts, parce que bon, le corps a une manière de réparer les choses, comment on dit, de couvrir un petit peu les conséquences négatives. Mettre la poussière sous le tapis. Voilà, exactement. Mais, comme on dit, le tapis a une taille. Et quand on continue à accumuler la poussière au fur et à mesure des années, à un moment, le tapis devient trop petit et les complications commencent et on voit les fruits de ce qu'on a semé beaucoup plus tôt durant la jeunesse. Donc, ce n'est pas la meilleure chose. Maintenant, tu as mentionné l'eau, les eaux aromatisées. Alors, parce que si je veux même préciser un peu ma question, ce serait qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent que l'eau n'a pas de goût et que c'est pas bon. Et donc, pourquoi boire de l'eau alors qu'on peut boire du jus? Ou alors, si jamais on boit de l'eau aromatisée, c'est toujours meilleur parce que on n'a pas cette absence de goût, disons, de l'eau normale. Alors, l'eau, naturellement, elle n'est pas faite pour avoir du goût. L'eau n'est pas là pour pouvoir stimuler et donner un sens de plaisir au niveau des saveurs. L'eau est là pour jouer un rôle d'hydratation. Okay. Bon, maintenant, je peux comprendre, ah oui, avoir de l'eau, c'est, comme on dit, c'est... à la fin, c'est de l'eau, il n'y a pas de goût, tout ça. Donc, avoir des eaux aromatisées, bon, je peux comprendre. Mais rien ne remplace l'eau naturelle. Okay. Donc, on peut avoir, au lieu de boire du jus, peut-être que c'est mieux de boire de l'eau aromatisée. Pourvu que l'eau n'ait pas de sucre, ou alors, tu sais, des fois, il y a ce qu'on appelle les sucres artificiels. Donc, c'est pas du sucre, mais genre du sucrose, du sucralose. Voilà. Donc, ces sucres-là non plus, c'est pas la meilleure chose. Ils sont plus chimiques qu'autre chose. Voilà. Donc, le meilleur, c'est l'eau naturelle. Bon, maintenant, l'eau aromatisée, bon, il y a un arôme citron, l'arôme fraise, framboise. Bon, tant que c'est pas trop chimique, c'est pas tout le temps. Bon d'accord, ça va. Mais de manière régulière, je dirais qu'il est mieux d'avoir l'eau naturelle. Bon, de temps en temps, un petit peu d'eau aromatisée. C'est mieux que d'avoir du jus tout le temps ou alors des sodas tout le temps. Donc, ça dépend. Bon, si la personne, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent vraiment absolument avoir du goût. Bon, d'accord. Mais l'eau naturelle est meilleure. D'accord. Je veux vous remercier d'être avec nous, d'avoir passé ces quelques minutes ensemble, d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Je veux vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse email 3abnfrançais@3abn.org et ce sera un plaisir pour moi et pour Dr Boutrin de répondre à votre question, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. On attend vos questions. Exactement. Et on va répondre aux questions. Donc, on vous dit à la prochaine et surtout, ne manquez pas cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.